Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Maston Pater, excellent. s'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Épisode débrief une nouvelle fois de la draft. Après l'AFC Est et la NFC Est, on enchaîne avec la NFC Nord. Et je suis toujours accompagné par Alex. Comment vas-tu, Alex ? Bah écoute, ça va très bien. Prêt pour cette nouvelle division. Il nous reste encore pas mal de chemin à faire, mais en tout cas une division qui a fait des choix intéressants dont on va discuter. Exactement, des choix intéressants, notamment les Lions, on peut dire, pour teaser un petit peu. On en parlait tout juste en off. Avant de commencer l'épisode, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, partout, le Front Office, et sur notre Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description. Et puis sur Twitch, nouvellement, on est affilié, donc si vous avez un petit Prime d'Amazon qui traîne un petit peu dans les placards ou dans les cartons, si ça peut vous faire plaisir de soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Donc on enchaîne, comme je disais, avec la NFC Nord. On va partir sur le même principe que les deux premières émissions. On a notre tier list, donc avec les vainqueurs de la draft, les bons élèves, la bonne draft, mais aurait pu faire mieux. On a des questions sur leur stratégie. Et puis la dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Point d'interrogation. On va partir sur les classements de division. Peut-être qu'on va faire une petite exception pour cette division-là. On verra en troisième choix si on part sur les Packers ou les Bears. Mais voilà, on va un peu plus étayer le premier et deuxième tour pour ces quatre équipes. Et puis ensuite, sur les tours 3 à 7, voir un petit peu ressortir un joueur qui nous a marqué positivement ou négativement, si on peut dire. Donc on commence avec les Lions. Et avec leur premier tour, le pick 28, ils sont partis sur le defensive tackle d'Ohio State, Tyleik Williams. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Est-ce que c'était une surprise ? Alors, soit sur le poste, soit sur le joueur ? Semi-surprise un petit peu parce que c'est vrai que nous, quand on était en live, je me rappelle, on demandait un edge un peu à l'opposé de Aidan Hutchinson. On sait qu'il y a eu des problèmes, notamment sur sa blessure l'année dernière, où ils ont eu un peu de mal sur le pass rush. Mais en soi, on se doutait que ça allait être du côté défensif du ballon, vu comment l'offense a été considérée sur ces dernières années, ces dernières drafts. Mais Tyleik Williams, pour moi, c'est un joueur qui fit totalement dans ce qu'ils essaient de mettre en place, dans la culture aussi de Détroit depuis quelques années. C'est un joueur qui est principalement intéressant sur le run-stop dans un premier temps, qui est massif, il est puissant, il a montré des flashs sur le pass rush et je pense son développement, ou en tout cas son plafond, passera par un développement sur le pass rush. Mais je trouve qu'il vient renforcer une escouade qui était déjà solide. Tu avais du DJ Reader et du Alim McNeil. Alim McNeil qui a été re-signé en plus cet été. Avec un gros contrat. Un beau contrat en plus. Tu as Levi Ozuwike qui a été signé pour un an, une sorte d'une année où il doit prouver pour lui. Et derrière, tu rajoutes un Tyleik Williams dans cette rotation à 4. En plus, on parlait de Roy Lopez, un peu plus orienté run-stop, mais tu vois, tu as quand même une grosse D-line qui est en train de se former. Et en soi, c'est jamais une mauvaise solution, sachant que tu sais que DJ Reader va partir l'année prochaine, Levi Ozuwike va sûrement partir aussi après. Et tu as pris le remplaçant de ces deux gars-là, un peu avec un Tyleik Williams qui va être ton point d'ancrage dans ta défense dans les années à venir. Ouais, je te rejoins. Et c'est vrai qu'on avait pas mal discuté sur les émissions et même en off, je crois, tous les deux, sur la blessure qu'il avait pu avoir. Parce que sur le Pro Day, il s'était un petit peu blessé. Et on voyait pas de reports un petit peu médicaux sur lui. En fait, il semblerait que ce soit juste une petite blessure musculaire et qu'il n'y ait rien de sérieux. Et au final, je trouve qu'il a un petit peu glissé dans sa draft, parce qu'il était plutôt attendu au milieu de premier tour, j'avais l'impression, à un moment donné, avant sa blessure en tout cas. Donc voilà, je pense que pour moi, bon choix des Lions. C'est vrai que quand on en discutait entre nous, on était plus peut-être sur un edge pour accompagner Hutchinson et pour avoir un complément à l'opposé d'Aidan. Mais DT, ça fait aussi sens. Ils sont dans une 4-3 ou 4-2 selon comment ils jouent. Donc, obligatoirement, tu es obligé d'avoir 4 joueurs vraiment d'impact sur la D-line pour que cette escouade performe. Donc tu rajoutes un joueur qui va être un petit peu dans la rotation au début, notamment avec DJ Reader, mais à un moment donné, je pense qu'il va prendre la place, soit cette année, soit l'année prochaine. Donc c'est bien, le process est bon dans le sens où tu anticipes un petit peu aussi l'année prochaine,
Et je trouve pas ça déconnant avec un joueur, logiquement, qui devrait avoir un impact dès la première saison. Exactement. Sur le deuxième tour, pick 25, ils sont partis sur le garde de Georgia, Tate Ratledge. Ouais, bah écoute, c'était une draft orientée sur les lignes hein, pour les Lions. Je trouve que c'est un choix qui est pas déconnant parce que tu sais que t'avais perdu un joueur, je crois que j'ai oublié son nom, mais dans ta depth chart, t'avais quand même un petit trou sur le poste de garde. Et c'est vrai que t'avais essayé de le considérer déjà à la draft précédente avec un Christian Mahogany qui va peut-être prendre une place de titulaire cette année, on verra. T'as fait aussi un autre garde en fin de draft, on en parlera peut-être après. Mais les Lions ont toujours considéré la O-line sur chaque draft quasiment ces dernières années. Et c'est pas pour rien qu'ils sont une des meilleures O-line de ces dernières années, en tout cas depuis quelques années, c'est une des meilleures O-line NFL. Et améliorer une force, c'est jamais une mauvaise idée non plus. Et préparer l'avenir, faut pas se contenter de ce que tu as déjà. Et je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire toujours en amenant de la compétition sur cette O-line. Donc moi, je trouve que c'est un choix plutôt logique. Je l'attendais peut-être un peu plus bas. Et je trouvais qu'il y avait encore des joueurs très intéressants sur le board. Tu vois, j'aurais peut-être été sur un Trey Amos en cornerback qui aurait peut-être pu faire du bien. Après, tu sais qu'ils ont pris DJ Reed, donc peut-être c'était pas leur prio aussi numéro 1. Et les gardes durant cette draft, il n'y en a pas non plus eu des tonnes qui étaient si intéressants que ça. Donc ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. C'est pas un pick flashy. Niveau value, on est plutôt ok, même si peut-être un poil tôt et encore. Mais c'est un joueur qui va jouer, qui a la mentalité des Lions. Peut-être le plus beau mulet actuellement en NFL, je sais pas. Ça sera à débattre avec quand on en parlera avec Doug, mais en tout cas, non, c'est un joueur qui pourra jouer assez rapidement, je pense, ou au moins être dans une rotation dès la première année. Tu disais qu'il va rentrer dans la mentalité des Lions, il va aussi rentrer dans le moule physique qu'adore Dan Campbell, des mecs qui vraiment sont là pour mettre des tartes en fait aux adversaires, que ce soit sur la ligne défensive ou la ligne offensive. Lui, il a des paluches, je pense que c'est la taille de mon avant-bras. Il a une puissance sur le haut du corps qui est assez affolant en fait. Et alors oui, ça manque peut-être un petit peu de mobilité par rapport au jeu de course extérieur ou voilà, au jeu de course que pouvait mettre en place Ben Johnson l'année dernière, mais c'est plus lui le cordeau offensif. Je pense malgré tout qu'ils vont continuer à s'appuyer sur un très bon jeu de course avec Jahmyr Gibbs notamment. Mais c'est un mec qui va être puissant sur la O-line et c'est tout ce qu'aime Dan Campbell en fait. Des mecs, on voit depuis qu'il est arrivé à la tête de Détroit, les joueurs qui draftent, c'est des mecs qui sont physiques, qui sont extrêmement physiques. On se faisait la réflexion juste au début d'émission. Et donc, ils ont pris des mecs de Georgia. Ouais, c'est une université qui justement est réputée pour former des enfants et les faire devenir des hommes très, 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 très costauds, très, très physiques. Moi, ça ne m'étonne pas finalement que Dan Campbell apprécie ce type d'université ou apprécie ce type de joueur. Après, c'est peut-être un tout petit peu haut, mais comme on a dit, vu la cuvée aussi d'intérieur O-line, il n'y avait pas énormément de joueurs d'impact immédiat. Donc écoute, s'il considère qu'au troisième tour, et je pense qu'il a raison, le joueur n'aurait plus été dispo, autant le prendre à ce moment-là. Hein. Ça ne me choque pas du tout. Et on sait en plus que les Lions ont cette habitude de prendre les joueurs qu'ils apprécient avec des hauts choix de draft parce qu'ils considèrent que sur les tours d'après, ils ne seront plus présents. Donc ça, pour moi, les deux premiers tours sont plutôt... enfin, en tout cas, sur le principe, je suis plutôt OK avec. Un petit peu dommage qu'ils prennent pas Mike Green, tu sais, qu'ils partent 2 picks après, je crois, à Baltimore. Ça, je trouvais, c'est ce qui fera peut-être un peu descendre la note, tu vois, mais on a parlé des besoins de edge. Pour moi, un Mike Green qui était encore dispo au deuxième tour, alors que sachant que je l'aurais envisagé aussi au premier, tu vois, donc après, si le comportement du joueur te plaît pas, je pense. C'est ça. Mais on espère qu'ils vont pas s'en mordre les doigts dans les années. On n'a pas années trop eu de retour sur les interviews, mais en tout cas, c'est vrai que les années universitaires de Mike Green n'ont pas été de tout repos le concernant parce qu'il a c'est sexual assault sur les deux universités, parce qu'il a fini à Marshall, mais avant il était à Virginia Tech où il s'est carrément fait virer de l'université à cause de ces problèmes-là. Donc voilà, est-ce que tu veux prendre un mec un petit peu à problème? Alors, chacun peut avoir sa chance et on ne sait pas, peut-être qu'en NFL il se tiendra à carreau et qu'il n'y aura aucun souci. Mais est-ce que tu veux risquer en fait l'équilibre de ton équipe avec ce type de comportement? Je peux comprendre en fait que beaucoup d'équipes passent sur ce type de joueur, ce type de red flag vraiment hors terrain.
Ensuite, fin du deuxième jour et le troisième jour. Le troisième tour avec le pick 6, ils sont très up pour l'avoir. Et je vais chercher également la compensation parce qu'il me semble qu'elle était assez lourde. Ils sont passés sur ils ont pris un receveur d'Arkansas, Isaac Tesla. J'adore le nom et je suis pressé de faire d'innombrables jeux de mots. Au cinquième tour, pick 35, Miles Frazier, le garde de LSU. Avec le tour numéro 6, pick 20, Ahmed Hassanen, le edge de Boise State. Et 2 picks au 7e tour avec le pick 14, Dan Jackson, safety de Georgia, encore un de Georgia. Et le pick 28, Dominique Lovett, receveur également de Georgia. Donc parmi tous ces noms, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Lequel, toi, tu veux ressortir de ton côté? Moi, j'aimerais bien ressortir Ahmed Hassanen, l'Égyptien, enfin, je crois d'origine égyptienne, de Boise State, qui était un des rares défenseurs assez intéressants chez Boise State l'an passé. Et je trouve que c'est une belle histoire, tu vois. Enfin, tu l'as vu quand il a été appelé, c'était un joueur qui était vraiment tout de suite. Tu sens qu'il a impacté, qu'il est ému par le jeu, que ça lui tient vraiment à cœur. Et je trouve dans une défense comme Détroit, ça peut fit dans la rotation, tu vois, en tant que 3-4 defensive end ou voire à l'opposé de Aidan Hutchinson, tu vois, avec un Marcus Davenport si ça tourne un peu avec lui. Donc moi j'aime bien aimer le pick, je trouve la value était ok et c'était à peu près le range dans lequel je le voyais. Et c'était un des joueurs qui je pense peut être un petit sleeper, tu vois, c'est un mec avec un gros moteur, c'est un mec qui se donne à fond, il n'a pas les tools athlétiques les plus incroyables qu'on ait vus sur sa position, mais c'est un joueur qui se donne à fond à chaque fois, qui tient plutôt bien le jeu de course et puis qui peut être intéressant pourquoi pas chez Détroit, mais en tout cas je pense qu'il peut impacter dans une rotation dans les années à venir, tu vois. Il était attendu un petit peu plus haut, non? Dans les mocks. Non, 6e tour, c'est son range? Oui, c'était à peu près 5e, 6e, ça dépendait des mocks. Je le voyais un petit peu descendre. Pour moi, il était un petit peu plus haut, tour 4, donc je me trompe sur lui. Moi, je vais partir plutôt sur Isaac Tesla. Donc, du coup, j'ai retrouvé la compensation. Donc, ils sont montés au 3e tour, pick 70. Ils ont récupéré également un 6e tour de cette année, qu'ils ont ensuite tradé aux Patriots, et un 6e tour de l'année prochaine avec les Jacksonville Jaguars. Et ils ont quand même envoyé donc, leur 3e tour de cette année, qui était le pick 102, et 2 3e tours l'année prochaine. Je trouve la compensation assez forte pour monter d'une trentaine de places dans le 3e tour. C'est ça qui me chagrine un peu. Et pour prendre un receveur qui, je trouve, s'incorpore pas vraiment dans cet effectif, en fait. C'est ça qui m'interroge un peu, parce que pour moi, il est assez grand, assez haut. Il fait plus d'1m90. Pas extrêmement rapide non plus. Je vois pas forcément la complémentarité avec Jameson Williams, avec Amon-Ra St. Brown, parce que c'est pas fondamentalement un mec qui va pouvoir prendre la profondeur, en fait, comme pouvait le prendre par exemple un Josh Reynolds quand il était, je sais plus s'il est encore au Lions d'ailleurs, je crois qu'il est parti. Je sais pas, je suis un peu perplexe et je pense que sur ce range-là, tu avais moyen de prendre un autre receveur, peut-être avec plus d'impact immédiat. Je suis un peu circonspect et un peu étonné de monter d'autant pour prendre ce joueur-là qui était attendu un petit peu plus bas. Alors peut-être qu'il y avait aussi des échos d'autres équipes qui seraient parties sur lui sur un pick 80, 85, 90, je sais pas. On n'est pas dans les inside non plus. Mais je sais pas, c'est vraiment le trade-up pour prendre un mec qui était attendu comme plus bas et en plus que je trouve pas forcément complémentaire par rapport à son skill set dans ce que veut mettre en place l'attaque des Lions. Je suis dubitatif sur ce pic-là. Il y a sûrement des choses qui m'échappent, mais là, à l'heure actuelle, ça me gêne un peu. Je pense que c'est un des pics les plus surprenants du 3e tour. Enfin, on a vu le trade-up, on s'est dit que ça devait être pour un des meilleurs receveurs encore disponibles. Et quand tu vois la liste, il y en avait quelques-uns qui étaient encore sympas, notamment des Jalen Noel ou les Jalen Royals dont on a déjà parlé. Mais ouais, surprenant. C'est un peu un mec qui a explosé après le combine. Je me demande comment ça va se passer. Peut-être qu'il aura sûrement de la pression aussi. Enfin, pas dans un premier temps, mais justement par rapport à son trade où tu as quand même lâché 2 3e tours. Ouais. Donc sur cet aspect-là, ça peut être un peu dérangeant. Après, l'escouade de receveurs, elle est quand même fournie. Donc en soi, s'ils ont vu quelque chose en lui, c'est quand même intriguant de se dire que ça peut peut-être marcher. Après, je pense que c'est un mec un peu un athlète qui a un peu tout à travailler aussi sur l'aspect technique. Donc non, ça va être intriguant. C'est pas le joueur que personnellement j'en avais pas scouté un petit peu. Enfin, j'ai vraiment regardé un peu de très très loin. C'était pas clairement pas dans les premiers shows que j'ai regardé. Donc peut-être que c'est des visionnaires et qu'ils ont vu ça avant tout le monde et que ça va marcher. Et ça, on peut jamais le prévoir.
Mais on peut être dubitatif sur ce choix-là, sachant le trade-up, et comme tu l'as dit, il était attendu plus bas, donc à voir. À voir. Intriguant, mais beaucoup de questions dessus. Donc pour nous, du coup, on les a mis en d'avant-dernière liste. C'est-à-dire, on a des questions sur leur stratégie. Stratégie plutôt sur le poste de edge, je pense quand même, et moi vraiment sur le poste de receveur. Ok pour partir sur un troisième tour, sur un receveur, ça, la value, moi, me dérange pas. Mais ce genre-là, moi, me gêne énormément. Je peux me tromper, évidemment. Mais en l'état, c'est vrai que c'est un petit peu intriguant, en tout cas, leur bilan de draft. C'est ça, et puis si c'est pour compléter, moi j'hésitais entre les mettre entre bonne draft, mais entre la 3e et la 4e catégorie. Mais le trade-up du 3e tour, moi, les a fait passer dans la 4e catégorie. Je trouve qu'ils auraient pu encore. Je trouve que c'était une draft qui pouvait être, avec le départ de Ben Johnson, tu pouvais continuer à améliorer ton escouade et à prendre des joueurs avec un plafond assez élevé. Ouais. Après, on sait que c'est leur stratégie de prendre des mecs qui peuvent jouer tout de suite. Mais là, tu vois, dans les joueurs que je vois, je sais pas s'il y en a un qui va être titulaire dès la première année. Tu vois, un tétraathlète, il va se battre avec Mahogany, Graham Glasgow, etc. Miles Frazier, pareil, il va être dans la rotation. Je pense pas qu'il va être titulaire tout de suite. Isaac Tesla, ça peut être une surprise, mais tant qu'on n'a pas vu et vu les doutes qu'on a, moi je sais pas s'il sera titulaire tout de suite. Il y a quand même des joueurs devant lui dans les squads de receveurs qui ont pu se prouver encore. Et Tyreek Williams, pareil, sera pas un titulaire tout de suite. Donc pour l'instant, je vois, c'est dommage de ressortir de sa draft et de pas avoir des titulaires en année 1. Après, peut-être d'ici 2-3 ans, c'est des mecs sur des projets. C'est des mecs qui sont à développer aussi, donc des mecs qui vont prendre la place d'autres mecs qui vont partir en free agency. Ça peut peut-être s'entendre, et on verra d'ici 3 ans si cette draft est une draft réussie ou pas. Mais je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Tu vois, on a parlé de Mike Green qu'ils auraient pu prendre au 2e. On a parlé d'autres receveurs au 3e qui étaient encore dispo. Il y avait il y avait d'autres joueurs, des cornerbacks, où tu sais que tu n'as jamais trop de cornerbacks, et Terrion Arnold n'a pas montré satisfaction l'année dernière. Donc tu vois, cornerback, il n'a pas été considéré comme besoin aussi. Alors qu'au 3e tour, tu avais encore de très bons joueurs dispo, Shavon Revel, Darren Porter. Voilà, il y a des doutes. Il y a des doutes sur cette stratégie qu'ils ont mis en place. Mais on les enterre pas parce qu'on a confiance au coaching staff des Lions pour développer tout ce petit monde non plus. Ouais, voilà. L'année dernière, ils avaient déjà une très bonne équipe. Ils ont perdu quelques joueurs, ils se sont aussi un petit peu renforcés. Donc voilà, je pense que ça sera toujours une équipe sur laquelle il faudra compter. C'est de rajouter du talent, et c'est ça qui nous laisse un peu perplexes, c'est qu'on n'a pas dans l'idée là qu'il y a du talent qui a été influé dans cette équipe. C'est ça qui est un petit peu dérangeant. On va enchaîner avec les Vikings, donc dans la même division, qui sont partis avec leur tour numéro 1, pick 24, sur le garde d'Ohio State, Donovan Jackson. Ouais, on en avait parlé durant le live, le lendemain le live du premier tour. On avait dit que c'était un choix. Alors, ils n'avaient pas énormément de besoins, les Vikings, mais left guard était un de leurs principaux besoins, et ils l'ont adressé avec Donovan Jackson. Moi, personnellement, j'étais pas le plus surpris de ce pick, et je pense aussi ce pick-là leur a permis de court-circuiter Houston, qui ont trade back dans la foulée, après le choix de Donovan Jackson. Donc, tu sais que c'est un joueur qui plaisait en fin de premier tour, et il va s'incorporer tout de suite avec cette O-line qui commence à être vraiment intéressante. Tu as déjà rajouté Ryan Kelly et Will Fries des Colts durant la free agency. Tu as Christian Darrisaw qui, quand il n'est pas blessé, est peut-être un des jeunes tackles les plus prometteurs de NFL. Oui. Brian O'Neill à droite. Quand même, tu commences à avoir une O-line qui a de la gueule, et pour protéger McCarthy, c'est jamais une mauvaise solution de vouloir le protéger. Donc moi, je trouve que c'était un choix plutôt logique. Pareil, choix logique pour 2 raisons. C'était un besoin sur le poste de garde. C'était l'un des meilleurs, donc, du coup, après Tyler Booker sur ce poste-là. On peut en discuter avec Rezable, sur ce range-là, en tout cas pour Donovan Jackson. Et le deuxième point, c'est Christian Darrisaw. Il s'est blessé en octobre-novembre l'année dernière. On ne sait pas combien de temps il va revenir. Et Donovan Jackson, il a eu le même souci à Ohio State, c'est-à-dire que Josh Simmons, qui était avant le left tackle, s'est blessé pendant la saison 2024. Et Donovan Jackson l'a remplacé sur ce poste-là. Donc en fait, il a très bien performé. C'est aussi ça, cette notion importante. Donc pour moi, les Vikings, ils comptent 2 besoins. Un immédiat sur le poste de garde, et un peut-être moins immédiat, mais en attendant le retour de Christian Darrisaw. Et au final, peut-être que Donovan Jackson, il peut dépanner sur ce poste-là. On a vu l'année dernière, ça a été un des points faibles quand Darrisaw s'est blessé, parce qu'ils ont mis Cam Robinson, et
bon, bah, ça a été Cam Robinson sur le terrain et on sait les lacunes qu'il a, il en a beaucoup. Je pense que voilà, le plancher est un peu plus haut en mettant Donovan Jackson qu'en mettant Cam Robinson, et le quarterback qui sera derrière cette line, on pense que ça sera JJ McCarthy, sera un peu plus serein et un peu mieux protégé dès la première semaine si c'est Jackson qui débute sur le poste de left tackle. Donc en fait, voilà, c'est vraiment cette double considération qui me fait dire que c'est un super choix pour les Vikings, à voir ce que ça va donner pendant sa carrière NFL. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que tu n'avais pas mieux sur le marché pour combler ces deux besoins ou un besoin et demi selon le retour de Dariso, ou au moment où en tout cas Dariso va revenir. Les Vikings n'avaient pas de tour 2. Ils l'avaient envoyé, je ne sais pas où d'ailleurs, sur un trade en montant l'année dernière, je pense. Oui, c'est l'année dernière, Ouais, c'est en ça. montant, je crois, pour Dallas Turner. C'est ça, ouais, en montant l'année dernière. Ils n'ont pas beaucoup de picks, donc on va enchaîner. Donc, 3e tour, pick 38, Tay Felton, le receveur de Maryland. Avec le tour 5, pick 1, Tyrion Ingram Dawkins, defensive tackle de Georgia. Et 2 derniers picks au tour 6, pick 25, Kobe King, linebacker de Penn State. Et le back-to-back avec le pick 26, Gavin Bartholomew, tight end de Pittsburgh. Je ne vais pas te mentir, j'en connais aucun. Donc, je vais te laisser parler sur un des choix qui te hype un petit peu plus. Moi, enfin, non. Dans les choix qui me hype, il n'y en a pas non plus beaucoup. Comme tu l'as dit, il n'y a pas non plus énormément de choix. Je trouve ce bien d'avoir ajouté de la rotation sur ta D-line avec le joueur de Georgia. Après, c'était pas non plus. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas un mec qui va être titulaire, je pense, à court ou moyen terme. Après, ça va toujours aider dans une logique de rotation. Tu as déjà une D-line que tu as renforcée durant cette free agency qui commence à avoir de la gueule. Donc il a quand même des tools physiques, hein, tu sais, c'est les mecs de Georgia, donc c'est des mecs athlétiquement, tu sais que c'est des gars solides. Par contre, techniquement et sur le pass rush notamment, il y a encore des choses à faire, mais par contre, il est discipliné sur le run stop, du peu que j'en ai vu, donc ça peut être intéressant sur une rotation. Après, je trouve que quand je regarde tous leurs choix, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas être parti sur un safety à un moment donné. Par exemple, ils ont perdu Cam Bynum à l'intersaison. C'est ça. Tu avais encore du Malachi Moore qui était disponible avec ton 3e tour, enfin ton tout dernier choix du 3e tour. Tu avais du Jalen Reed qui était encore disponible lorsque tu as fait ton choix au 5e tour. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir considéré ce besoin. Qui était pourtant. Alors tu sais que tu as Smith et Metellus, mais Metellus joue quand même pas mal dans la boîte et ils aiment bien jouer avec 3 safety. Ça va être. Je sais pas qui va prendre la place de Bynum. À voir comment ça se passe durant les camps. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se révéler ou quoi que ce soit. Ils ont eu quelques ajouts dans la free agency, mais c'est pas non plus des joueurs qui vont être des titulaires potentiellement. C'est plus des gars de rotation ou de practice squad ou de special team. Donc ouais, un peu dubitatif quand même de ce 3e jour. Je trouve qu'il y avait moyen de faire mieux. Tu aurais pu avoir de la value sur pas mal d'autres picks. Le receveur Ty Felton, je sais pas si c'est vraiment ce dont tu avais besoin. Tu avais besoin peut-être d'un 3e receveur derrière Addison et Jefferson, mais je pense que tu avais encore des joueurs. Tu en as déjà parlé plusieurs fois, mais John Royals était encore dispo. Si tu voulais avoir un joueur à profil un peu plus deep threat, enfin un joueur dans le deep, tu avais du Thornton ou tu avais du Chimerdike qui était encore disponible. Donc je sais pas. Il y a des joueurs et des choix qui m'interrogent. Ty Felton, le pick, choisir un 3e receveur, c'est pas dégueu, mais le joueur m'interroge un peu. Donc ça va être intriguant. Donc voilà. Je mettrai pas non plus une note excellente sur cette draft. Tu sais qu'ils n'ont pas beaucoup de picks et ils n'ont pas non plus fait des super values sur les choix qu'ils ont eu. Donc un peu déçu de cette draft des Vikings. Je te rejoins sur le poste, en tout cas, au receveur. On peut considérer que c'est un besoin, parce qu'il y a un petit souci avec Jordan Addison sur de la. C'est quoi? C'est DUI, donc je pense que c'est drogue, utilisation de drogue ou de produits qui te servent à être plus performant. À voir en début de saison s'il va passer à la moulinette Roger Goodell et qu'il sera suspendu sur 4-6 matchs. Il y a un risque en tout cas. Donc c'est cohérent de partir aussi sur un receveur assez haut dans la draft. Mais je suis d'accord avec toi sur le poste de safety. Il y avait des super joueurs encore dispo. Considère ce poste-là. Tu vois les besoins que tu as. Tu as vu les joueurs que tu as perdus en free agency. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'affaiblir un petit peu cette escouade-là qui était la plus performante l'année dernière, notamment en fin de saison, quand justement l'attaque a un petit peu plus galéré, aussi avec la blessure de Dariso. Il faut quand même le mettre en avant. C'est ça. Au niveau des notes, on est assez d'accord tous les deux. On les a mis comme les Lions, ils auraient pu mieux faire. Alors,
Moi, j'enlève vraiment tout l'aspect. Ils ont eu que 5 pics. Voilà, ils ont fait des choix aussi avec les assets. Et ça, je peux pas. Effectivement, c'est une équipe à 3 pics. C'est difficile de leur mettre la note la plus haute, mais je peux pas non plus garder que cet aspect-là. Mais avec les pics qu'ils avaient, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Au final, c'est vrai qu'ils avaient un 5e tour, mais c'est le pic 1 du 5e tour. Donc voilà, tu peux considérer que c'est un fin de 4e tour. Et dans ces cas-là, la narrative est peut-être un petit peu différente ou la lecture un petit peu différente. Ils avaient un 3e tour, ils avaient un premier. Voilà, il y a des postes, je pense qu'ils auraient dû mieux considérer ou un peu plus considérer. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Prendre un D-tackle sur le 5e tour, quand tu vois l'investissement qu'il y a eu pendant l'intersaison, ça m'interroge aussi un petit peu malheureusement. Non, c'est ça. Et puis aussi au premier tour, en vrai, tu vois, on n'en a pas parlé, mais il y avait encore Malachi Starks qui était dispo. Peut-être au premier tour, ça aurait pu être un choix qui soit un peu plus, on va dire, un peu paillette. Mais Moi, je comprends Donovan Jackson. Là-dessus, pour moi, je comprends aussi, tu vois, mais pour moi, c'est un super je choix. peux Et, entendre des gens qui sont déçus, qui auraient préféré un Malachi Starks avec un peu plus de. Tu renforces encore cette défense et en plus jouer à 3 safety, sachant qu'ils aiment bien le faire. Malachi Starks s'incorporait parfaitement dans ce système-là, tu vois. Mais en puis soi, ils ont pris la sécurité avec Donovan Jackson. Brian Flores, ça serait éclaté avec ce type de joueur. Ah bah oui, totalement. On enchaîne, tu veux enchaîner avec les Packers ou avec les Bears? Est-ce qu'on Allez, fait une petite entorse à la règle? On se garde les Packers pour la fin. Allez, c'est parti. On part sur les Bears. Du coup, on aura 1 heure d'épisode pour parler des Packers. On fera peut-être un épisode spécial. C'est ça. Pour les Bears, avec le premier tour, le pick numéro 10, ils sont partis sur un tight end, celui de Michigan, Colston Loveland, donc le premier tight end pris dans cette draft. Écoute, meilleur tight end pour moi de cette QV. Il y avait une hype un peu aux États-Unis, en tout cas chez les médias US, pour dire que c'était Tyler Warren le meilleur tight end, ce que je comprenais pas vraiment. Et je suis content de voir que Colston Loveland a été sélectionné en premier. Après, tu peux te poser la question de savoir si c'était vraiment le choix prioritaire qu'ils auraient pu faire. Tu sais que les Bears ont bien considéré pas mal de besoins durant cette free agency, donc ils sont arrivés avec la draft avec l'idée en tête de se dire qu'on va prendre le meilleur joueur disponible. Ils sont arrivés avec Colston Loveland qui était sûrement le meilleur joueur disponible sur leur board, et moi je l'entends totalement. Pour moi, c'était un top 10 talent de cette QV. Donc tu rajoutes une arme à Caleb Williams, c'est jamais une mauvaise idée. T'as Cole Kmet qui sera plus ton tight end à l'intérieur et Colston Loveland un peu plus dans le slot. Mais en tout cas, tu commences à avoir un nombre de cibles très très intéressant du côté des Bears. Tu avais aussi cette question du pass rush, ou de running back aussi. Donc ça, on verra s'ils l'ont bien considéré ou pas. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Et puis en plus, on a entendu dire après la draft qu'il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées pour monter dans les choix aux alentours du choix des Bears, entre le 10 et le 13e choix. Et qu'une fois que les Bears vont sélectionner Colston Loveland, les rumeurs de trade-up se sont arrêtées. Donc on peut se dire que des équipes ont tenté de monter pour lui. Donc ça aussi, ça veut dire que tu as fait sûrement un bon choix quand tu sais que des équipes étaient intéressées par ton choix. J'aime bien le joueur et j'aime bien le choix. Je vais m'expliquer, c'est que le head coach, c'est Ben Johnson. Et qu'il avait beaucoup l'habitude avec les Lions de jouer en 12 personnel, c'est-à-dire un running back et 2 tight ends. C'est vrai que le choix était surprenant, parce qu'on se disait, tiens, il y a Cole Kmet, c'est bizarre qu'il rajoute un tight end d'impact. Mais au final, Loveland, ça va être son Sam Laporta en fait, des Lions, le joueur, le go-to guy pour le QB. Et comme j'ai dit, hein, c'est un coordinateur offensif et du coup, là, head coach, qui adore jouer avec 2 tight ends. Donc, en fait, il va énormément s'appuyer sur les deux, que ce soit Kmet ou Loveland. Là où ça me pose problème, mais là, ça sera vraiment intrinsèque à Caleb Williams, c'est que lui, il n'aime pas trop lancer vers les tight ends. Donc, je pense que Johnson a fait le taf pour l'entourer. Et maintenant, le vrai travail de Johnson va commencer, c'est-à-dire faire comprendre à Caleb Williams qu'il a des tight ends, qu'il faut jouer avec, et qu'il va falloir s'appuyer avec, et qu'il va falloir aussi que Caleb Williams arrête de viser systématiquement les receveurs dans le mid-range ou en profondeur, et qu'il voit aussi les soupapes de sécurité qui vont s'ouvrir à lui. Et ça, j'ai pas trop de doute sur le fait que Johnson va bien lui faire comprendre ça. J'ai peut-être un peu plus de doute sur le fait que Caleb Williams le mette en pratique sur le terrain. Mais en tout cas, au niveau du choix, moi, je trouve cohérent à ce moment-là de la draft, en tout cas. Au tour numéro 2, pick 7, receveur de Missouri, Luther Burden III. Surprenant. Enfin, surprenant. Surprenant qu'il descende aussi bas. Ouais. Je ne sais pas si le process combine lui a fait du mal ou pas, mais en tout cas, sa saison moins bien à Missouri,
lui a sûrement fait du mal, parce que c'est un joueur qui était attendu dans le top 10 dans les mock drafts de l'année dernière. Donc c'est un peu, on va dire, moi j'aime bien le pick en soi, mais je trouve que c'est de la bonne value. Mais par contre, j'ai quand même une interrogation où je me dis, est-ce que ça va pas faire ce problème où tu as tellement de cibles en fait que bah, t'arrives pas à nourrir tout le monde en fait, et que tu cette problématique-là. C'est moi, c'est ça qui m'interroge un petit peu. Je trouve aussi que tu avais des edges qui étaient encore disponibles, qui arrêtaient pas de descendre. On en a parlé dans les épisodes précédents, mais tu as eu beaucoup de joueurs qui sont descendus et tu aurais pu faire de la value là-dessus et prendre sur une position à besoin. Là, je pense qu'ils sont partis sur le meilleur joueur disponible sur leur board aussi, comme avec le premier pick. Mais je sais pas si c'est la bonne stratégie à adopter. Puis en plus, je trouve qu'il a un skill set un peu qui se ressemble à DJ Moore, c'est-à-dire une cible très forte sur le yard after catch, etc., qui a besoin d'avoir le ballon dans les mains pour être performant. Donc moi, sur ça, ça m'interroge un petit peu. Ça reste un très bon wide receiver qui était dans le top 3 chez moi également. Donc je cracherai pas sur le pick. Je trouve que tu aurais peut-être pu aller chercher un plus gros besoin. Mais voilà, et que moi j'ai cette interrogation de savoir si tu vas réussir à le nourrir, en tout cas sur les premières années. Sachant que tu as déjà pris Colston Overland, tu as déjà du Romeo Doomsday, tu as du DJ Moore, on a parlé de Cole Komet, on a aussi les running backs dont on va parler aussi. Voilà, il y a beaucoup de monde sur qui il faut donner le ballon, à qui il faut donner le ballon. Donc ça va être, on va voir, ça va être intéressant comment Ben Johnson a réussi à travailler avec toute cette escouade. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais ils ont pris Olamide Zaccheaus qui avait fait une très bonne saison au Commanders l'année dernière. Donc, en tout cas, il a des cibles et ça, on pourra pas lui enlever, on pourra pas critiquer cet aspect-là pour Caleb Williams et pour Ben Johnson. Ça va tourner, je pense que sur la ligne de scrimmage, je serais pas étonné de voir des receveurs interchangés sur le first, second et third down. Je te rejoins sur le Hunter Burden, j'aime bien le joueur, mais c'est vrai que c'est pas du tout complémentaire à DJ Moore, parce que c'est exactement le même skill set, en fait, le même type de joueur. D'ailleurs, la comparaison NFL au moment du choix de Burden, c'était DJ Moore. Et ces fiches-là, il les travaille pas juste au moment du pic, hein, il les travaille en amont, donc ça n'a même pas été anticipé que ce soit les Bears qui récupèrent Burden. Ça me laisse un peu perplexe également sur le choix. Je pensais tous qu'ils allaient partir sur un autre poste, on pourrait y revenir. Peut-être qu'il n'a pas été suffisamment considéré quand on connaît en plus Ben Johnson. Mais bon, après, logiquement, un super joueur, un super ajout. Et en fait, ils font 2 super joueurs sur les 2 premiers pics. En tout cas, des joueurs, logiquement, qui auront un impact sur la première saison. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Ils avaient ensuite 2 choix, toujours au deuxième tour, donc avec le pick 24, l'offensive tackle de Boston College, Ozzy Trapilo, et avec le pick 30, le defensive tackle de Texas A&M, Shemar Turner. Au 4e tour, pick 30, Ruben Hippolyte, le second linebacker de Maryland, avec le tour numéro 5, pick 33, Zaf Razir, cornerback de Texas San Antonio, avec le 6e tour, pick 19, Luke Newman, garde de Michigan State, et avec le 7e tour, pick 17, Kyle Monanguet, running back de Rutgers. Toi, parmi tous ces joueurs, est-ce que tu as un nom à ressortir? Moi, j'en aurais bien un. Mais Moi, c'est peut-être pour moi, un des styles de cette draft, c'est Kyle Monangai, le running back de Rutgers. Pour moi, c'est un running back qui aurait dû être pris au 3e ou au 4e tour. J'adore ce joueur, c'est un running back qui est physique, qui n'a pas peur du contact, qui est excellent pour protéger son ballon. Je crois qu'il a fait 0 fumble en carrière, je crois, si je dis pas de bêtises. Sachant qu'il a eu pas mal de portées durant son cursus. Donc je trouve que c'est un joueur, c'est pas le joueur le plus explosif, c'est pas le joueur qui a les meilleures mains à la réception. Je pense que c'est pour ça qu'il est descendu. Mais que tu mets dans un comité et que t'es à côté d'un DeAndre Swift qui a un peu plus ce profil un peu plus rapide et un peu plus explosif, je trouve que c'est ultra complémentaire. Et pour moi, c'est un joueur sur qui tu peux compter day one et qui peut tout de suite être dans ta rotation de running back. Je sais que durant la draft, on en parlait, mais on trouvait ça un peu dommage que les Bears ne remplissent pas ce besoin encore à ce moment-là. Et tu vois, en fin de draft, qu'ils arrivent à faire un Kyle Monangai. Je me suis dit, ok, super value sur le joueur. Personnellement, je trouve qu'il y a une excellente value et c'est comme je l'ai dit, c'est un mec qui va apporter sur ta rotation. Mais en général, sinon sur cette fin de draft ou en tout cas sur fin de deuxième jour, j'étais un peu déçu. Peut-être tu vas en parler, mais moi, les choix Ozzy Trapilo et chez Mark Turner, je trouve qu'il y avait des meilleurs joueurs à prendre. Ouais. Et qui n'ont pas été pris. Et je trouve ça me dérange et c'est ce qui aurait pu les faire passer peut-être dans des vainqueurs de draft, tu vois, s'ils avaient pris des edge ou d'autres joueurs. Tu vois, notamment, tu prends un Shemar Turner, tu avais un Darius Alexander qui était encore disponible
Pour moi, si tu partais avec un Darius Alexander qui était tout de suite peut-être ton titulaire, alors que chez Mark Turner, tu as des interrogations sur son poste, je trouve ça un peu dommage. Et j'espère qu'ils vont pas s'en mordre les doigts parce que potentiellement, ça peut être le cas, quoi. Pour moi, les schémas de Texas A&M, fallait les éviter. Mais bon. Je te rejoins sur le poste de running back. Après, il y a la vraie question de DeAndre Swift, parce qu'on rappelle que Ben Johnson, quand il a pris le poste d'offensive coordinator, il a dégagé DeAndre Swift des Lions. Là, il le retrouve aux Bears. Qu'est-ce qu'il va en faire? Donc, on était persuadé qu'ils allaient partir sur le poste de running back. Allez, si c'est pas avec le premier tour, au moins le deuxième tour. Et c'est vrai qu'on a tous été surpris du non-choix en fait des running backs. Alors peut-être que celui qui voulait, que ce soit Judkins ou Henderson, avait été pris avant. Ça, c'est une possibilité également, bien sûr. Mais extrêmement étonnant de le prendre si tard dans la draft et d'en prendre qu'un seul. Et moi, le choix Audi Trapilo, je m'en suis jamais caché, j'adore le joueur. Mais je trouve que c'est un reach quand même en deuxième tour. Ouais, fin de deuxième, c'est tout. Après, ils n'avaient pas... Alors si, je suis en train de regarder leur tour, leur pick. Ils n'avaient pas de troisième tour. Je ne sais pas si du coup, ils ont trade up et qu'ils ont envoyé justement leur troisième tour à un moment donné. Je crois qu'ils ont trade up pour le 37, je crois. Ils ont trade up avec une équipe, je crois qu'avec les Bills, il y a eu un trade. Il faudra que je revérifie, mais c'est pas impossible. Les Bills sont montés à un moment donné, donc c'était peut-être avec l'un des choix, parce que les Bears avaient deux choix quasiment back-to-back. Ils avaient celui des Panthers de cette année. Après le 7, donc je pense le 9, c'était celui des Bears. C'est celui-là qu'ils ont trade down. Mais je sais pas, effectivement, comme il n'y avait pas de troisième tour, finalement, ils aimaient le joueur, ils savaient qu'il allait partir au troisième tour, donc ils ont préféré le prendre à ce moment-là. Mais je trouve que c'est le prendre quand même très, très, très haut. Pour jouer à quel poste? Est-ce que c'est tackle droit ou tackle gauche? C'est toujours la même chose, en sachant qu'ils ont pris Darnell White il n'y a pas très, très longtemps. Ils ont Braxton Jones, qui est un plus ou moins titulaire honnête, on va dire, pour pas dire moins. Donc, voilà, est-ce que Trapilo va être finalement le left tackle de Caleb Williams dès la semaine 1 à voir. Moi, j'aime bien le joueur, je l'ai dit. Mais deuxième tour, pour moi, ça fait haut et je pense qu'ils auraient pu partir sur une autre position, potentiellement justement running back à cet endroit. Puis je crois que l'année dernière, ils prennent Kiran à Megadigé, qui était aussi un projet, je crois, sorti de BYU. Au troisième tour. Non, je sais plus, c'est pas BYU, mais je sais plus quelle université. Mais c'est un troisième tour, tu vois, c'est aussi pareil, un projet en tant que tackle. Donc, tu peux pas non plus empiler tout le temps des projets sur cette position-là, et je trouve aussitôt, en fait. Donc, pour moi, Ozzy Trapilo, il vient pas pour être titulaire tout de suite, et je trouve ça un peu dommage. Tu avais toujours Mike Green qui était encore disponible, tu avais du Trey Amos sur les cornerbacks si tu voulais renforcer encore ton escouade. Ouais. C'est un peu perturbant, quoi. Un peu perturbant sur ce qu'ils ont fait sur ces choix-là. Je trouve qu'ils auraient pu avoir tu vois, l'enchaînement Trapilo chez Mark Turner, je trouve, j'étais un peu déçu à ce moment-là. Je me suis dit, c'est dommage, parce que tu vois, tu as des choix fin de deuxième tour. En général, c'est des choix où tu peux avoir une super valeur, où tu peux trouver des mecs qui potentiellement auraient été annoncés fin de premier tour. Ouais. Et je trouve que c'est ultra dommage de ne pas avoir capitalisé là-dessus et de ne pas avoir pris des mecs qui peuvent être tout de suite même des starters, tu vois. Je te rejoins complètement. Je suis en train de regarder, effectivement, il y avait encore un Mike Green en edge après Trapilo. Et chez Mark Turner... chez Mark Turner, tu avais Darius Alexander, tu avais Omar Norman-Lott qui était pris juste le pick par les Chiefs. Qui a un plus gros potentiel. Et chez Mark Turner, lui, en fait, son gros problème, c'est sa position, parce que c'est un joueur qui s'est un peu baladé sur la D-line de Texas A&M. L'année dernière, il était plus positionné, on va dire, en tant que semi-nose tackle, 3 techniques. Mais comment dire, il n'a pas fait beaucoup non plus statistiques. C'est un profil qui est un peu léger, je pense, pour être un obstacle pur à l'échelon supérieur. Donc pour moi, il va t'apporter en rotation derrière Grady Jarrett, mais pas forcément plus dans un premier temps. Après, c'est un athlète, hein, Texas A&M. Tout ça, c'est le gars de SEC. Donc à la SEC, c'est quand même des athlètes assez solides. Mais tu as déjà quand même pas mal de joueurs sur ta defensive tackle, enfin en tout cas sur ta room. Tu en avais drafté 2 il y a 2 ans aussi, Zach Pickens et Javon Dexter. Donc non, ça peut être intéressant, mais c'est pas un joueur qui pour moi va être titulaire dans sa première année. Ni dans sa peut-être deuxième année, mais qui va prendre un peu de temps, tu vois. Donc ça c'est pour les Bears, et on finit avec un petit bonbon à nous. Attends, t'as pas dit la note pour les Bears. J'ai pas dit la note pour les Bears. Ah, j'avais tellement hâte. Les fans des Bears, déçus. Les Bears, on a mis bonne draft, mais effectivement, on a ce petit point du...
Alors, il nous manque un petit joueur, quand même, une position de type, notamment edge, comme on l'a évoqué, corner ou running back, peut-être pris un petit peu plus haut, qui nous embête un petit peu. Ouais. Ouais, c'est ça, bonne draft. Tu as drafté en tant que BPA avec tes 2 premiers choix et tu fais de la valeur sur Zafrazier, le cornerback dont on n'a pas parlé, mais qui a un gros potentiel athlétique, et Kyle Monangai, où tu fais une super value aussi. Mais le mais, c'est vraiment pour tes 2 choix du fin de deuxième tour, qui pour moi sont préjudiciables, et tu aurais pu vraiment faire mieux là-dessus. Et même ton choix du 4e tour, hein, Ruben Hippolyte, je suis pas sûr que c'était un joueur qui était attendu par beaucoup de monde, donc pareil. T'as un peu reach là-dessus, c'est un peu dommage. Voilà, du coup, pour les Chicago Bears. Et on finit, du coup, par notre petit bonbon de l'émission, les Green Bay Packers. Alors, les Green Bay Packers, ils nous ont pas déçus pour une draft qu'ils avaient à domicile. Ils nous ont pas déçus. En tout cas, ils ont continué de nous étonner, on va dire. Ils nous ont pas déçus par rapport à ce qu'ils ont pu nous proposer sur les drafts précédentes. Donc, avec le premier tour, le pick 23, receveur de Texas, Matthew Golden. Toi, je sais que t'es pas aussi négatif moi, je suis pas que aussi d'autres. négatif. C'est ça. Voilà, C'est ça. moi je sais que je l'avais comme un joueur dans mon top 30, tu vois, donc dans le range dans lequel je l'ai vu partir, j'étais pas choqué. Pour moi, j'ai un problème aussi avec les squads de receveurs des Packers, parce qu'il y a quand même des incertitudes sur un Christian Watson qui est souvent blessé, un Dontavon Wicks qui a aucune main, t'as Romeo Doubs aussi qui a pas mal de petits problèmes de blessure. T'as que Jayden Reed qui t'apporte vraiment un gage de sûreté, et Dobbs quand il est pas blessé, mais tu vois, c'est trop peu de certitude en fait pour une équipe qui se veut contender en NFC, ou en tout cas un gros poil à gratter durant les playoffs. Pour moi, c'était intéressant d'aller chercher la position de receveur, et je comprends en vrai aussi les fans des Packers qui vont nous dire qu'ils préféraient un edge ou un cornerback, parce que cornerback, c'est vrai, quand tu regardes la room de cornerback, elle est vraiment pas belle. Je comprends, mais moi j'en voudrais plus sur les choix d'après. Moi, les choix d'après, c'est vraiment ceux-là où je trouve que ta draft, t'as vraiment foiré. Mais le choix d'aller chercher un Matthew Golden, il y a des gens qui le mettent comme 2e receveur de la QV. Moi, je crois que je l'ai mis en 3e ou 4e. Mais en tout cas, je trouve que c'est un joueur qui a du talent. Alors, c'est vrai que là, en termes de production à Texas, c'était pas encore ça, mais c'est un joueur sur lequel tu trouves qu'il a des traits qui se transposent très très bien en NFL. Notamment sa vitesse et son arbre de tracé, le fait qu'il court vraiment des bons tracés, qu'il ait cette capacité à être vif sur ses breaks, au moment où il essaie de se séparer. En tout cas, il a vraiment une capacité de séparation qui est très intéressante, et je trouve, je peux comprendre que Green Bay ait flashé sur ce profil-là. Après, en soi, voilà, il y avait des incertitudes sur les cornerbacks avec leurs blessures, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes. Moi, je suis pas le plus choqué par un Matthew Golden, et je l'avais même annoncé, je crois, durant le live, je me disais que je serais pas choqué si je vois Matthew Golden. Il est tombé, tu vois, et je me rappelle la Packers qui était pas le plus content du choix. Mais moi, c'est surtout, voilà, comme j'ai dit, on va en parler après, mais les choix d'après, pour moi, me déçoivent extrêmement, quoi. Pour le paraphraser, c'est bon, tu peux pas te tromper, vas-y, fais-nous rêver, et patatras. Tu peux presque pas te tromper, là. Tu peux presque pas te tromper. Il y a eu des noms d'oiseaux et des noms de mamans qui ont été cités, effectivement. Moi, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de receveurs qui ont pris là il y a 3, 4, 5 ans, qui vont être en fin de contrat. Tous ne seront pas re-signés. Ce qui était décevant, c'était le besoin qui semblait pas extrêmement prégnant sur ce poste-là, et c'est ça qui a sûrement agacé en fait tous les fans des Packers, beaucoup de fans des Packers, beaucoup de suiveurs également NFL. C'est pourquoi ce choix à ce moment-là, on ne remet pas du tout en question le joueur en lui-même, le talent de joueur, mais c'est la position en elle-même qui pose vraiment question quand on voit les besoins qu'avaient les Packers au tout début de cette draft. Au niveau du 2e tour, pick 22, ils sont partis sur Anthony Belton, l'offensive tackle d'NC State. Ah, c'est à partir de là que moi je commence à gueuler. Parce que, honnêtement, franchement, quand tu regardes les joueurs qui étaient encore disponibles après, on l'a dit sur les edge, on a parlé de Mike Green, il y avait encore Trey Amos, qui est potentiellement, tu l'aurais pris avec ton 23, Trey Amos, j'aurais pas été choqué, tu vois. Et pour moi, là, c'est vraiment dommage de t'être parti sur un tackle qui sera même pas starter dans ta première année, je pense. Pour moi, il va se battre avec un Rashid Walker. Je pense que ce sera plus sur le left tackle Anthony Belton. Donc à voir après si tu le mets à droite ou pas, mais moi je pense que ce sera plus sur le left tackle. Mais je trouve que c'est trop haut, un tour trop haut. Et puis en plus, tu avais d'autres besoins, mais
T'avais vraiment des joueurs qui étaient encore vraiment talentueux que t'as pas pris edge ou corner et pour moi c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage de pas avoir priorisé sur ses besoins parce que vraiment tu regardes les squads de corner. Enfin attends, je vais te la dire, mais t'as hormis Nate Hobbs qui joue dans le slot et ça c'est plutôt ok, mais sinon t'as Keishan Nixon qui est quand même habituellement un retourneur de coup de pied, un joueur de special team. Ouais. T'as Jair Alexander qui a toujours ses problèmes, enfin ses rumeurs de trade. Carrington Valentine qui est toujours là, mais qui, bon, normalement, c'est jamais un cornerback numéro 2, c'est souvent un cornerback numéro 4 ou numéro 5. Donc non, leur besoin de corner était primordial. Et pour moi, avec ce deuxième tour, t'aurais dû l'adresser. Et ils l'ont pas fait. C'est ça. Et je te rejoins. Alors, deux lectures là-dessus. Moi, Anthony Belton, je trouve que c'est un reach phénoménal. Alors oui, il montait dans beaucoup de mocks. Ça, là-dessus, on est d'accord. Il y a une hype sur le joueur. De la même manière qu'un autre tackle dont on a parlé juste précédemment. Tu l'aurais sûrement pas eu en pick 23 avec ton troisième tour. Peut-être, effectivement. Maintenant, rien ne t'oblige à ne pas bouger dans une draft, en fait. Tu as le droit aussi de trade-up, par exemple, s'il y a un joueur qui te plaît, de remonter sur un début de troisième tour, parce qu'un pick 23, je pense que c'est largement échangeable pour remonter sur un pick 5 ou 6 au tout début du troisième tour. Tu envoies, j'en sais rien, peut-être ton quatrième tour et peut-être une compensation, genre sixième tour de l'année d'après. À voir dans le calcul, mais je pense que je ne dois pas être très très loin de la vérité. Je comprends pas. Je comprends pas, effectivement, à partir de là, on était tous là à se dire, c'est bon, ok, ils ont fait la semi-boulette de prendre un receveur au premier tour, là c'est bon, ils vont se rattraper, ils vont partir défense, que ce soit edge ou corner, tu vois, on leur a même laissé la possibilité de se dire, allez, au moins juste défense, faites pas de conneries, vous pouvez pas vous tromper une deuxième fois. Bam, tu repars en attaque, tu repars sur un tackle qui est pris beaucoup trop par rapport à sa valeur. Ouais, c'est compliqué. Puis tu vois, je regarde un peu les joueurs qui sont partis après, mais t'as Shavon Revel qui était encore dispo, Princely Human Melane ou London Jackson, tu vois, sur les edge. Ouais. Ah, t'avais du beau monde, hein, c'est ça. Et ça, c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que là, tu vas attaquer ta saison 2025 avec des gros besoins alors que t'as eu toute une off-season pour les adresser et t'as pas forcément pris des mecs qui, à l'inverse, vont être des titulaires, tu vois. Si à la limite, tu me prends un mec en offense qui était annoncé premier tour et qui est descendu, je peux entendre la logique de meilleurs joueurs disponibles. Mais là, les besoins étaient trop prégnants et puis tu riches sur un mec que tu aurais pu avoir peut-être un tour après ou quoi. Donc, je pense qu'il serait parti parce que vu le petit oui, âge vu la draft sur les tackles, mais... je pense qu'il serait mais parti. Tu sais que c'était un reach, tu vois. Mais tu peux trade up, Ouais, sachant que t'as Benjamin Morrison qui part juste avant eux. Tampa Bay avait le choix juste avant eux, ils prennent Benjamin Morrison. Donc, tu vois, t'aurais pu peut-être essayer d'aller court-circuiter Tampa Bay avec un petit trade-up de quelques places, tu vois. T'aurais pas lâché grand-chose, mais... C'est ça. Et ils ont fini, du coup, leur draft avec le troisième tour, pick 23, Savion Williams, receveur de TCU, avec le tour 4, pick 22, Barin Sorel, le edge de Texas. Je crois que c'est lui qui nous a mis un peu dans la sauce au début du troisième jour, parce qu'il a fait tout le tour des 200 000 supporters des Packers qui étaient présents devant la scène. Avec le tour 5, pick 23, Colin Oliver, le edge d'Oklahoma State. Avec le tour 6, pick 22, Warren Brinson, le defensive tackle de Georgia. Et enfin, deux choix au 7e tour, le pick 21, Micah Robinson, cornerback, tu vois, ils l'ont adressé, de Tulane. Et le pick 34, John Williams, qui fait également de la musique, offensive line de Cincinnati. Là-dessus, est-ce qu'il y a un joueur que... Alors, positivement, je ne sais pas si tu vas en trouver, mais un joueur que tu veux mettre en avant, en tout cas? Je vais parler de celui que je connais mieux, c'est Savion Williams, mais c'est pas forcément positif que je vais en parler. Pareil, tu vois, ce troisième tour, choix numéro 23 du troisième tour. T'avais encore des joueurs disponibles encore intéressants, autres que receveurs en fait, edge ou... T'avais Bradyn Swinson qui était encore dispo en edge, t'avais David Walker aussi qui était encore dispo en edge, t'avais du corner, enfin bref, on va pas en citer tout le monde non plus, mais... J'ai pas compris ce choix encore une fois. Pour moi, c'est un joueur qui a il a des capacités athlétiques assez indéniables. Hein, quand tu le vois, il est plutôt grand, il est rapide, il est assez explosif. Yard after catch, il peut avoir des qualités, mais c'est un joueur qui a un gros problème de main en fait. Ouais, et ça me dérange pas mal sur ses tracés. Je trouve qu'il est très imprécis. Après, voilà, je pense qu'ils anticipent aussi le fait qu'un Christian Watson va pas rejouer chez eux, ou en tout cas. Qui vont vraiment abandonner le projet. Donc honnêtement, j'étais très déçu de ce choix-là. Et puis je pense que les fans de Green Bay aussi, ils n'ont pas compris non plus. Et je pense que je peux les entendre.
et que tu n'as toujours pas adressé les besoins qu'on a déjà cités précédemment. Donc, pour moi, c'est pareil. Xavier Williams, c'est un projet, c'est pareil, c'est un mec qui va pas t'apporter tout de suite, ou en tout cas, à moins que ce soit sur des schémas de jeu particuliers, mais il va pas t'apporter tout de suite. Donc, c'est pour ça que je comprends pas le pick. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'encore au fin de troisième tour, tu avais énormément de joueurs qui auraient pu t'apporter de la qualité, que ce soit en titulaire ou en tant que principale rotation. Quand tu vois que la comparaison c'était Cordarrelle Patterson et tu vois la carrière de Patterson, c'est même pas un receveur, c'est plutôt un running back maintenant. Et c'est un mec qui est moins développé que Patterson au moment de sa draft. C'est compliqué. Moi, je serais parti sur Savion Williams aussi. Du coup, je vais plutôt parler de Barry Sorrell. Rien contre le joueur fondamentalement. Mais en fait, sur la même typologie de joueur, en tout cas physiquement, tu avais Bradyn Swinson, effectivement, qui était encore dispo, avec une value peut-être plus importante, un plafond beaucoup plus important également. Je comprends pas. Je comprends pas et je pense sincèrement que s'il avait pris Swinson à la place de Sorrell, tu vois, on aurait peut-être enfin, on se serait dit, bon, ok, tu vois, ils ont fait quelques pics un peu douteux, mais au moins là, ils ont eu un petit stick dans la draft, c'est bien, ils ont considéré en plus poste de edge, tout ce que tu veux, et surtout que Swinson a quand même largement plus performé que Sorrell en NCAA l'année dernière sur les saisons précédentes. Tu avais Kyle Kennard aussi, tu vois. Là, je viens de voir juste après qu'il part juste après chez les Chargers. Kyle Kennard, moi, je l'avais plus haut sur mon board aussi, tu vois, c'est dommage. En fait, c'est toute leur stratégie. On sait que Goodkens, il n'a pas du tout le même board que nous, les suiveurs NFL, et que tous les autres GM, les 31 autres GM. Et que les fans des Packers aussi. Et que les fans des Packers aussi. Il y a eu des moments où ça lui a donné raison et d'autres moments où ça lui a largement donné tort. Mais c'est vrai que cette année, particulièrement, je trouve qu'il n'y a aucun joueur qui ressort. J'enlève vraiment Matthew Golden, qui, lui, au-delà du joueur, c'est vraiment plus sur la position que ça me pose question. Mais le reste de la draft, elle est incompréhensible et illisible. Et tu as l'impression qu'ils ont reaché sur quasiment tous les joueurs, en fait. Et c'est ça qui laisse un peu perplexe, parce que tu te dis qu'il y avait potentiellement d'autres joueurs avec de plus grosses qualités intrinsèques à l'instant T qui étaient dispo au moment où ils ont choisi, eux, leurs joueurs, en fait. Et c'est ça qui rend fou les suiveurs de NFL, qui rend fou les fans des Packers, et vraiment très fou les fans des Packers. Et c'est agaçant parce qu'ils ont eu quand même de la chance d'avoir une succession de super quarterbacks. Ils ont eu de la chance à un moment donné aussi d'avoir réalisé des très bonnes drafts, ce qui leur a permis de stabiliser, je dirais, leur effectif. Mais il y a un moment donné où quand tu accumules trop de mauvais choix de draft, on peut penser à Luca Van Ness qui a du mal encore à se développer depuis sa draft. Il y a un moment donné où ils vont être dans le dur et où la team, les 53 joueurs, seront trop faibles pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit en NFL, et quand il faudra remonter la pente, ça sera extrêmement difficile. Là, ils arrivent encore à réaliser des belles saisons régulières, on ne va pas mentir, hein, ils sont toujours avec 3, 4, 5 défaites grand maximum dans leur saison, ils font constamment les playoffs. Tu te poses la question de comment ils arrivent encore à faire ça. Ça, c'est le premier point. Parce qu'ils arrivent, je pense qu'ils arrivent aussi à trouver des petits joueurs sympas dans les fins de draft. Tu vois, sur le troisième jour, en général, c'est là où ils arrivent à trouver un peu de value. Tu vois, l'année dernière, il y a eu des safeties. Je crois que c'était Evan Williams qui s'est pas mal imposé dans le backfield défensif. Et puis, ils avaient considéré la free agency aussi. Donc voilà, c'est aussi à la free agency, ils arrivent à choper quelques petits gars. Mais il y a un moment donné où ça peut plus tenir. C'est-à-dire que tu peux pas remettre à flot une équipe que par la free agency, parce que ça va te coûter trop cher. Il faut que la draft vienne complémenter ce que tu peux faire en free agency, avoir des joueurs en contrat rookie. Ils avaient réussi à le faire avec leurs receveurs, avec leur ribambelle de receveurs qui vont devoir signer, et on sait bien qu'ils ne pourront pas tous les signer. Tous n'ont pas non plus performé à un niveau qu'ils auraient dû. Mais il y a un moment donné où ça va plus tenir. Et c'est là où ça m'inquiète. Pour moi, cette draft-là, c'est le moment où la bascule peut se faire. On verra dans 2-3 ans, et peut-être qu'ils font que des home runs sur tous les joueurs, et je ravalerai mon chapeau et j'aurai aucun souci pour reconnaître mon erreur. Vraiment là-dessus, je m'en fiche complètement. J'ai pas un ego surdimensionné pour me dire non, mais là je vais titiller un peu et t'as vu, lui il a pas bien fait. Je m'en fiche complètement. Mais là, au regard de cette draft, tu te dis, est-ce que c'est pas le point où justement ça va partir vraiment sur une descente à partir de peut-être pas cette année, mais 2026-2027, parce qu'il y aura aussi beaucoup de contrats à re-signer. Donc je m'inquiète un peu pour les Packers, pas pour la saison qui arrive, mais pour 2 ans, 3 ans à très moyen terme. Voilà, il y a des inquiétudes qui peuvent être légitimes, je pense, au vu des dernières drafts qu'ils ont réalisées. Sans grande surprise, bien évidemment, on les a mis tout dernier de la classe dans la tier list. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça ne sera pas étonnant pour le coup.
Un récap des 4 équipes que je reprends. Donc, du coup, les Packers sur le dernier tiers. On a dit que je reprenne. Les Bears sur le 3e, je crois. Les Bears sur le 3e. Il me semble qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette. Bears, si. Bears, Lions sur le 4e. Ils auraient pu mieux faire. Et les Vikings aussi. Par manque aussi, peut-être un petit peu de pick de draft. Ouais, c'est ça. Merci à tous, du coup. Donc, on a fait la NFC Nord. On va enchaîner dès demain avec l'AFC Nord. Donc, encore une belle division à débriefer. Merci, Alex. Merci à toi. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur tous les réseaux. Twitter, X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube, Twitch, partout, @le front office et sur Discord également. Bonne journée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!